Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une vidéo du cabinet Landau Associés avec aujourd'hui la question de savoir que peuvent et doivent faire les collectivités en matière de pollution atmosphérique, de pollution de l'air. À la base, on a une directive européenne de 2008 qui fixe des limites et des objectifs précis. Son article 13 impose que ne soient pas dépassées des valeurs limites de concentration de polluants, dioxyde d'azote, particules fines. Et tout ceci se retrouve notamment en droit français aux articles L221.1 et R221.1 du Code de l'environnement. La loi de modernisation de notre système de santé prévoit d'ailleurs un objectif pluriannuel de diminution de cette moyenne annuelle de concentration, le tout fixé par arrêté ministériel après avis de l'ANSES. Et il y a toute une série de règles qui sont prévues dans la directive lorsque les États ne respectent pas leurs engagements. La mise en œuvre de tout ceci se retrouve en droit français avec des plans de protection de l'atmosphère et toute une série de dispositifs qui sont aux articles L222.4 et 222.5 du Code de l'environnement. Sauf qu'entre-temps, la France reste polluée, que les limites de concentration en matière de particules fines, en dioxyde d'azote également, ont été très souvent dépassées dans diverses régions, notamment évidemment l'Île-de-France, singulièrement pour la période 2012-2016. La Cour de justice de l'Union européenne a plutôt, sur ce point, renvoyé la balle aux juridictions nationales, mais tout en, évidemment, en imposant le respect de cette directive. La Commission européenne, de son côté, a fait part de ses inquiétudes, de ses menaces, et a poursuivi plusieurs pays, dont la France. Et donc l'Union européenne a engagé des actions en justice, portant notamment sur le NO2, contre 12 États membres. Et il faut bien avoir à l'esprit que c'est la circulation routière qui est responsable d'environ 40% des émissions d'oxyde d'azote dans l'Union européenne. Et au niveau du sol, c'est encore plus vrai car les cheminées, elles, étant en hauteur, il y a une dispersion qui est opérée. Donc il y a des objectifs européens. La France ne les respecte pas en dépit de tentatives. Il faut voir que la France a un parc de véhicules diesel considérable. Et donc que le Conseil d'État a, en juillet 2017, non seulement accueilli un recours contre la France, mais enjoint à l'État de se bouger et vite. Alors opérationnellement, qu'a-t-on sur le terrain? On a une surveillance de la qualité de l'air qui est faite par des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, qui sont des associations loi 1901, il y a 4 collèges, il y a un indice Atmo qui est obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et on est classé en 3 catégories, selon qu'on a un risque agglomération, un risque hors agglomération, ou la zone régionale qui est le reste du territoire. Les habitants commencent à être aussi des acteurs de tout ceci, d'abord par leur demande politique, mais aussi par leur recours, car 3 décisions récentes de tribunaux administratifs ont admis le principe d'une indemnisation potentielle par l'État de personnes qui seraient victimes de cette inaction de l'État quant à la qualité de l'air. L'ETA brandit le principe de cette responsabilité de l'État, mais constate que, en l'espèce, le dommage évoqué n'est pas assez spécifique, pas assez anormal, pas assez spécial pour donner lieu à indemnisation. Mais c'est une piste qui s'ouvre pour les habitants et qui, légitimement, inquiète du côté de l'État. L'État a aussi mis à jour, le 13 mars 2018, son dispositif d'information, de messages sanitaires lorsqu'il y a des difficultés et des dépassements. Voici l'essentiel des messages sanitaires tels qu'ils figurent dans ce texte de 2018. Le préfet ne fait pas qu'informer et alerter, il va aussi déclencher toute une série de procédures. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé dans l'affaire rouennaise récente. Il y a un arrêté du 7 avril 2016 qui prévoit effectivement différentes hypothèses avec différents seuils et différents types d'actions. Voici un grand nombre d'extraits de cet arrêté. Est-ce que face à ça, il y a la place pour les arrêtés de police du maire? Si j'ai un problème qui concerne qu'une commune et que j'ai pas d'arrêté préfectoral, oui. Si j'ai un problème qui concerne plusieurs communes mais que le maire peut faire quelque chose à son échelle en attendant que le préfet agisse, pourquoi pas, mais très vite, on va être dans des domaines où l'autorité compétente, c'est le préfet, et il sera difficile de justifier en droit que le maire prend des arrêtés. Mais ces arrêtés, en revanche, pourront être complémentaires de ce qu'aura fait le préfet, pourront être des arrêtés dans certains cas de mise en œuvre. On pense évidemment à des évacuations, on pense à des tactiques de confinement,
Et il est utile que les maires, dans ces cas-là, puissent envisager de prendre des arrêtés, mais de toute manière aussi prennent des mesures utiles, et ce dès le plan communal ou intercommunal de sauvegarde. Là où les collectivités se retrouvent également en premier plan, c'est pour leurs opérations d'aménagement et de circulation, lorsqu'il s'agit justement notamment de fonder celles-ci sur les questions d'émissions de particules fines, de dioxyde ou autre. Et donc là, la saga assez exceptionnelle de décisions de justice rendues dans l'affaire des berges de Seine à Paris conduit à certains enseignements. Et l'enseignement premier, c'est même s'il n'y a pas d'enquête publique obligatoire, si on a décidé de la faire, on la fait bien. Et si on met en place tel ou tel dispositif, il faut le faire reposer sur des études sérieuses. Et si possible, au bout d'un certain temps, faire quelques tests pour valider tout ceci, ce qui vous rendra plus fort lorsqu'on se retrouvera ensuite devant le juge. Au niveau national, il y a tout un dispositif national de surveillance qui repose sur ces associations que nous avons vues tout à l'heure, mais qui a été réformé le 17 juillet 2019 par un arrêté qui se veut être la finalisation de la transposition de la directive de 2008 qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que cette transposition est finale? Est-ce qu'elle est complète? Disons que le point est débattu en droit. Il y a des dispositions locales à tout ceci. D'abord, il y a les plans de protection de l'atmosphère qui sont obligatoires dans les agglomérations de 250 000 habitants ou plus, et dans certaines autres zones lorsqu'on a des risques de dépassement ou des dépassements de ces limites légales. Et il y a tout un dispositif dans le Code de l'environnement qui régit ces plans de protection. Et voici quelques-uns des éléments à ce propos. PPA qui doivent donner lieu à évaluation environnementale. Un des effets le plus important de ces PPA, c'est que derrière, on pourra faire des zones à circulation restreinte. Et évidemment, l'autorité de police, communale ou intercommunale, pourra dans ces cas-là réglementer la circulation dans ces zones à circulation restreinte dans des conditions fixées par ces articles du Code général des collectivités territoriales. Voici un peu plus d'informations sur l'article principal qui est le L2213-4.1. Et évidemment, le plus discriminant sera la possibilité ou pas, plus que la circulation alternée. Aujourd'hui, c'est plutôt la circulation en fonction de la vignette critère que l'on aura eue. Voici les références sur ce point. Les collectivités ont aussi l'obligation de s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone, laquelle est en train d'être renouvelée par la future loi énergie et climat, et donc de prendre en compte donc leurs gaz à effet de serre. Il y a une réglementation assez complexe sur ce point. Autre domaine où les collectivités doivent s'enquérir de ces questions atmosphériques, c'est le plan de déplacement urbain. Il y a en août 2016 eu un arrêté qui définit la liste des polluants atmosphériques dont on doit faire l'évaluation dans le cadre des plans de déplacement urbain. Donc il y a des évaluations qui sont prévues par le Code des transports de ces polluants, et on doit retrouver tout ceci donc pris en compte dans l'établissement des plans de déplacement urbain. À une échelle un peu plus grande, on avait avant les SRCAE, qu'on appelait souvent les SREC. Tout ceci se retrouve aujourd'hui intégré au SRADET, sauf en Corse et en Île-de-France. Et donc il y a à ce stade aussi une prise en compte de ces questions environnementales atmosphériques. Aussi quelques références. Au niveau local, on descend et on retombe sur un autre document. C'est le plan climat, air, énergie territoriale. Toutes les structures intercommunales à fiscalité propre sont supposées depuis fin 2018 avoir leur PCAET. Alors, très souvent, ce n'est pas fait. Et on se dit, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences, n'empêche que le jour où vous allez prendre telle ou telle mesure en termes de déviation, en termes de circulation, en termes de déplacement urbain et donc derrière de lignes de transport ou d'aménagement, vous allez risquer d'avoir une fragilité parce que votre argumentaire environnemental, qui pourra être pour des raisons environnementales ou au contraire pour dire que celles-ci ne sont pas à exagérer dans leur importance, se retrouvera fragilisé parce que vous n'aurez pas ce document. Donc attention à bien avoir un PCAET. Évidemment, le préfet, lui, de son côté, très souvent, va avoir aussi à prendre en compte ces questions environnementales
dans la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les arrêtés de loi sur l'eau ou autres. Au cas par cas, ça dépend des items de la nomenclature, c'est un peu compliqué. Et les collectivités, évidemment, vont avoir à cœur ces préoccupations aussi. Il y a un autre volet pour tout ce qui est qualité de l'air qui est méconnu, c'est le droit en matière de qualité de l'air intérieur. D'ailleurs, attention, parce qu'il y a beaucoup d'affolement sur la qualité de l'air prétendument à côté des écoles, etc. Souvent, l'air à l'intérieur des maisons confinées est de meilleure qualité que l'air extérieur, mais ça dépend aussi, y compris de ce qu'on va mettre en termes d'ameublement à l'intérieur, etc. En tout cas, il y a une loi de 2010 qui impose une surveillance périodique de la qualité de l'air dans un certain nombre d'établissements recevant du public. Et il y a toute une gradation, tout un calendrier prévisionnel pour tout ce qui est petite enfance. Les règles doivent être atteintes depuis 2018. Pareil pour les écoles élémentaires. Échéance de 2020 pour tout ce qui est périscolaire et établissement d'enseignement second degré. Échéance de 2023 pour un grand nombre d'autres établissements, dont quasiment tout le monde, social ou médico-social ou sanitaire. Et donc il y a un certain nombre d'obligations qui sont fixées, qui est une surveillance initiale, puis une surveillance tous les 7 ans, d'informations en cas de dépassement des valeurs de référence, des coûts d'expertise qui peuvent être au besoin prescrits par le préfet aux frais des propriétaires ou de l'exploitant. Et donc ces dispositions réglementaires qui ont évolué ensuite donc en 2015 et 2016 forment un ensemble qui est souvent méconnu. Et le jour où vous aurez dans une crèche, une halte garderie, un accueil périscolaire ou autre, ou un établissement relevant du CCAS, un dépassement de ces normes, le risque de responsabilité et d'affolement public ne sera pas à sous-estimer. Donc c'est un sujet à prendre au sérieux, surtout que ces règles ne sont pas si difficiles que ça en réalité à mettre en place. Voici d'ailleurs les principales de ces règles de prudence. Donc on est sur un sujet anxiogène, légitimement anxiogène, qui en droit semble avoir sa part de complexité, parce que vous venez de le voir, ça va dans tous les sens, mais qui ne doit pas conduire par ce côté anxiogène et sa complexité à un simple renvoi de balles entre l'État et collectivités territoriales. Vous le voyez, chaque niveau a ses compétences, ses domaines d'action, et quand on décortique ces domaines un peu compliqués, on aboutit à des choses opérationnelles, identifiables. Pour les collectivités, ça va être essentiellement une réflexion en matière de transport, de PDU, pour l'intercommunalité de PCAET, ça va être un suivi des normes, ça va être également un travail sur la qualité de l'air intérieur. Mais chacun, à son échelle, peut agir. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.